Bonjour, je m'appelle Olivier Laffitte, je suis professeur de mathématiques à l'Université Paris-Nord. Je suis enseignant-chercheur en mathématiques appliquées. Je suis ancien polytechnicien, ingénieur au corps des mines et professeur à l'École des mines de Paris aussi. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la modélisation liée à des phénomènes industriels et en physique. Au cours de ces travaux, que j'ai effectués pour la plupart au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, je suis tombé sur 4 articles d'un mathématicien américain qui s'appelait Evans. Et ces articles étudiaient la propagation de l'influx nerveux dans l'axone géant d'un calamar. Du moins, c'est ce que j'ai cru au début. Mais quand j'en ai parlé à un collègue américain, il m'a fait remarquer que ce n'était pas l'axone géant d'un calamar, mais l'axone d'un calamar géant, ce qui est totalement différent. Mais malgré tout, l'axone d'un calamar est ce qui permet de transférer toutes les informations qui sont utiles à la vie d'un calamar. Et cette étude de la propagation de l'influx nerveux est une étude d'un phénomène électrique. Elle s'appuie sur des travaux faits par 2 biologistes anglais, Hodgkin et Huxley, qui ont publié en 1952 le modèle de cette propagation, s'appuyant pour cela sur 30 ans de recherche, d'expérimentation et de mesures dans les labos, basées sur des expériences in vivo et in vitro, de mesures de potentiel électrique. Des potentiels électriques dont on n'a pas idée de la faiblesse. C'est 100 millivolts, 200 millivolts. Quand on peut comparer à 220 volts qu'on a dans nos appareils électriques, on voit tout à fait la différence d'ordre de grandeur. Ces 2 biologistes ont publié un modèle qui s'appelle donc le modèle de Hodgkin-Huxley, qui leur a valu le prix Nobel de médecine et qui est, plus de 60 ans après, toujours utilisé et toujours d'actualité et toujours valable. Ces modèles m'ont amené à m'intéresser à l'influence des phénomènes physiques en biologie. Et une deuxième rencontre, la rencontre avec le docteur Laurent Schwartz, au cours d'une marche en montagne lors de nos vacances, m'ont fait me poser des questions sur ces modèles-là et sur la question suivante, est-ce que finalement, on n'aurait pas une toute petite quantité de modèles physiques qui permettrait d'expliquer l'immense majorité des phénomènes biologiques, comme en physique, 4 interactions fondamentales permettent d'expliquer tous les phénomènes physiques. Et de là, nous avons commencé à travailler. Nos principaux travaux ont concerné la croissance et la division cellulaire, s'appuyant sur le fait que non seulement les cellules nerveuses, mais aussi les fibres musculaires réagissaient sur les influx électriques et que c'était un des moteurs principaux de l'activité des muscles qui se contractaient, l'activité du cœur qui battait et l'activité des neurones qui transmettaient les informations. Nous avons constaté, avec l'aide de 2 autres mathématiciens, Claire Poignard et Otaret Cavion, que toutes les cellules biologiques pouvaient être vues à travers, en partie, des interactions électriques, et en particulier aux échanges électriques à travers la membrane. Et c'est pour ça qu'on a commencé à construire une explication de la croissance cellulaire et peut-être du mécanisme de division cellulaire. Je vais vous le raconter en quelques mots. La croissance cellulaire, la première phase de cette croissance se fait avec l'arrivée d'eau et de nutriments à l'intérieur d'une cellule. Cette cellule est électriquement isolée. Aucun ion ne peut rentrer. Donc, mécaniquement, si le volume de la cellule augmente et si le nombre d'ions reste constant, les ions se trouvent dilués, donc leur concentration diminue. Et c'est justement la concentration qui, dans les équations de Hodgkin-Huxley des échanges cellulaires, permet de comprendre les changements de potentiel électrique. En fait, la cellule ressemblerait plutôt à un condensateur, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, au lieu que le condensateur se charge au fur et à mesure que la cellule grossit, il se décharge. Et à un moment, cette décharge est trop importante et la cellule se met à vouloir recharger ses concentrations en ions. Donc les canaux ioniques qui permettent l'arrivée des ions à l'intérieur de la cellule s'ouvrent. La cellule continue à grossir, les ions continuent à arriver,
Et à un moment, le même déséquilibre qui s'était produit entre la cellule et l'extérieur se produit entre la cellule et son noyau, qui lui aussi est séparé du reste de la cellule par une membrane. Mais là, cette fois, le phénomène électrique fait en sorte que la membrane se rompt, que les ions calcium qui sont à l'intérieur du noyau de la cellule sortent, mais en même temps libèrent l'intégralité des chromosomes. Les chromosomes étant libérés, le mécanisme de la division cellulaire peut maintenant s'amorcer. Les chromosomes s'organisent donc exactement comme ce qu'on voit dans les expériences de physique amusantes où la limaille de fer se dispose suivant les lignes de force du champ électrique d'un dipôle. Les chromosomes se disposent exactement de la même façon. Les photos en sont frappantes. Et une fois que les chromosomes se sont dispersés et organisés selon ces lignes de force, d'autres phénomènes peuvent intervenir que nous ne comprenons pas encore, mais qui expliquent le démarrage de la division cellulaire. Donc là, je viens de vous montrer que au moins 4 phénomènes biologiques simples, le phénomène de transmission de l'influx nerveux, le phénomène de contraction des muscles, le phénomène de battement du cœur et le phénomène de la division cellulaire peuvent, au moins en partie, s'expliquer par des phénomènes électriques. 4 modèles biologiques totalement distincts, dans des cas très différents, s'appuyant sur la même force physique, ça me semble être un bon point de départ pour dire que beaucoup de phénomènes biologiques peuvent s'expliquer par des phénomènes physiques. Et je franchirai un grand pas en disant que la quasi-totalité des phénomènes biologiques, aussi complexes qu'ils soient, et je ne nie pas la complexité de ces phénomènes biologiques, peuvent s'appuyer sur des hypothèses et des analyses physiques basées sur des forces fondamentales très simples et très rapides à comprendre. Et c'est un peu le but des travaux que je poursuis actuellement avec Laurent Schwartz, avec d'autres collaborateurs de plusieurs laboratoires. En particulier, en 2017, nous avons publié avec Laurent Schwartz, un des étudiants de thèse de l'École polytechnique, un article dans une revue qui s'appelle Mathematics in Action et qui est une revue qui vise à promouvoir des interactions entre mathématiciens et autres sciences pour pouvoir proposer des hypothèses et des modèles innovants dans différents domaines sur les interactions des mathématiques. Merci et à bientôt.